Amis du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui, un autre sujet. Donc la Chine, Mao Tse-tung. Voilà, donc j'ai pris un ouvrage de référence sur ce personnage historique, hein, Mao Tse-tung. Et puis j'ai pris un très joli roman. Hein. Alors, ça ne limite pas du roman historique, hein, mais bon, comme il l'a écrit pas mal de temps, Dejinji, pas mal de temps après les faits, on peut considérer qu'on est dans le roman historique. Enfin, c'est en tout cas un très beau roman. Et puis ça évoque très bien cette période de grande dictature folle de la révolution culturelle, soi-disant culturelle, menée par Mao Tse-tung. Et je pense que c'est intéressant de l'illustrer par ces sources-là, par cette source historique, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire des passages de, donc, de ce livre d'histoire, hein, donc, qui est paru il y a un bout de temps, hein, déjà. Je vais regarder. Ça paru quand? C'est paru quand? 99, au XXe siècle, enfin à la limite, à la frontière. Hein. Donc c'est un grand historien anglo-saxon, hein, parce que je crois que c'est traduit. Hein. Attendez, oui, c'est traduit bien sûr de l'anglais. Hein. Attendez voir. Oui, traduit de l'anglais, hein, le Royaume-Uni, hein, c'est un anglais. Hein. Philip Short. Alors Philip Short, Mao Tse-tung, on ne saurait comprendre l'extraordinaire éveil de la Chine aujourd'hui sans connaître le rôle qu'y a joué Mao Tse-tung des années 20 aux années 70. Car s'il y eut un géant au XXe siècle, ce fut bien lui. Un géant diabolique, hein, quand même. Hein. Ce personnage à facettes multiples, poète, philosophe, chef de guerre et homme d'État, stratège génial, mais aussi à l'occasion politicien rusé, suscite à la fois une forme d'admiration pour l'œuvre accomplie et un violent mouvement de recul pour les moyens employés, c'est certain. Son parcours, rien moins que rectiligne, la nature totalitaire du régime, avec son inévitable et morbide culture du secret et son goût pour le paraître. Ses interventions dans tous les domaines de la vie des Chinois, sa longévité au pouvoir, près de 40 ans, et l'adulation absurde dont il a longtemps fait d'objet en Occident, ont découragé bon nombre d'analystes. Seule une présence sur place au long de 2 décennies, complétée par de nombreux séjours ultérieurs, une parfaite familiarité avec la langue, l'histoire et le mode de vie des Chinois, une connaissance précise des rouages du Parti communiste, une fréquentation durable de certains hommes clés et un esprit d'observation aigu ont permis à Philip Short de proposer ce récit aussi exact et objectif que possible, d'un destin hors norme dont l'intéressé lui-même a embrouillé à plaisir la compréhension. Philip Short a été pendant 30 ans correspondant pour la BBC dans diverses capitales, mais surtout à Pékin. Il a vécu en Chine dans les années 70 à 80 et y retourne régulièrement. Il a publié plusieurs ouvrages, en particulier une étude comparative de la Chine et de l'Union soviétique. Il vit à présent dans le milieu de la France. Voilà, pas fou, ouais. Voilà, donc je vais vous lire quelques passages. Confucéenne, enfance confucéenne, page 23. Une enfance confucéenne. Donc on s'attache au personnage lui-même, mais c'est un personnage qui a tellement marqué ce pays, tous les Chinois en font référence aujourd'hui, les billets de banque sont sa bobine gravée dessus, quoi, hein. Le yen. En hiver, au Hunan, le vent mugissant transit les corps jusqu'aux eaux, balayant les champs nus de terre jaune aux sèches. Il fait voler la poussière puis qui, dans l'air glacial, pique les yeux des chevaux et fait glisser ceux des hommes, dont les visages évoquent des masques de cuir. C'est la saison morte de l'année. Dans les huttes de terre et de briques sans chauffage, les paysans attendent des jours meilleurs en s'emmitouflant dans plusieurs épaisseurs de coton matelassé sale et en enfouissant leurs mains dans les manches. Comme ceux, seules leurs têtes dépassent précautionneusement des plis du tissu bleu, ils ressemblent aussi à des tortues. Ainsi à des tortues. Mao est né dans une famille paysanne du Hunan.
dans le village de Changsha, quelques jours après le solstice d'hiver. La grande fête de mi-saison, au moment où l'empereur Guangxu, dans la lointaine ville de Pékin, était transporté dans un cortège solennel jusqu'au temple du ciel pour exécuter les rites sacrificatoires et prendre grâce pour une autre année passée sans problème. C'est le 19e jour du 11e mois de l'année du serpent, selon l'ancien calendrier, le 26 décembre 1893, selon le nouveau, enfin le chrétien. Suivant la tradition, strictement respectée dans le cas d'un premier-né de sexe masculin, le bébé ne fut pas baigné jusqu'au 3e jour après la naissance. Un devin fut alors appelé et l'horoscope établi. Celui-ci, dans le cas de Mao, montrait à l'évidence que l'élément de l'eau faisait défaut à la famille. Son père le nomma donc Zedong, parce que l'idéogramme Tse, qui signifie oindre, passe dans la tradition de la géomancie du Hunan pour remédier à un tel manque. Cela marquait le début d'une année rituelle populaire bouddhiste et taoïste avec lequel, au cours des siècles, les paysans chinois avaient adouci la rudesse de leur existence. Ajustant un soupçon de couleur et d'excitation aux austères enseignements du confucianisme autour desquels leur vie était façonnée et la société tournait. 4 semaines plus tard, le crâne du bébé fut rasé à l'exception d'une petite touffe sur le sommet, censée le raccrocher à la vie. À cette même fin, on plaça autour de son cou quelques pièces de cuivre, ou parfois un petit cadenas en argent, attaché à un cordon rouge. Dans certaines familles, les cheveux coupés étaient mélangés au poil d'un chien et cousus dans les vêtements de l'enfant, de sorte que les mauvais esprits le prennent pour un animal et le laissent tranquille. D'autres faisaient supporter une boucle d'oreille au petit garçon, afin que les esprits pensent que c'était une fille et qu'il ne valait pas la peine de s'en occuper. Selon les critères de l'époque, la famille de Mao vivait dans l'aisance. Son père, Rancheng, s'était engagé à 16 ans dans l'armée du vice-roi du Hunan et du Hebei. Et en l'espace de 5 ou 6 ans, il avait accumulé un petit capital avec lequel il avait acheté de la terre. Avant la naissance de Mao, la famille possédait 2 acres et demi de rizières, exploitation substantielle dans un district qui passait pour l'un des plus prospères et des plus fertiles, d'une des provinces rizicoles les plus riches de Chine. Son père, un homme économe qui comptait chaque pièce, acheta plus tard un autre acre et embaucha 2 ouvriers agricoles. Il leur donna une ration quotidienne de riz et, comme faveur spéciale, une fois par mois, un plat de riz cuit avec des œufs, mais jamais de viande. Cette image pittoresque de son pingre de père date de la jeunesse de Mao. À moi, rappela-t-il plus tard, sarcastique, il ne donnait ni œufs ni viande. Bien qu'il eût toujours assez pour vivre, la famille mangeait frugalement. Pour Mao, alors, petit garçon, cette avarice était aggravée par un manque d'affection paternelle, insuffisance, rendue d'autant plus éclatante par la chaleur et la douceur de sa mère. Celle-ci lui masquait les qualités de son père, la ténacité, l'énergie et la détermination que Mao démontrera plus tard si abondamment dans sa propre vie. Alors qu'il était encore enfant, il en vint à considérer sa famille comme si elle était partagée en 2 camps, sa mère et lui d'un côté, son père de l'autre. Voilà le contexte. Ensuite, à la pointe du fusil, page 175, enfin grosso en avant quand même, page 175, c'est une longue vie complexe, si ça vous intéresse, il faut lire la totalité. Alors, Besso Limanat ne s'entendait pas bien avec les communistes chinois. Il était jeune, inexpérimenté, ne connaissait pas grand-chose au monde situé au-delà des frontières de l'Union soviétique. C'est le temps du Comintern. Et apparemment s'en moquait. Tsang Guatao se rappela de l'avoir rencontré le jour de son arrivée à Wuhan, le 23 juillet. Ce fut, écrit-il plus tard, la pire conversation dont je me souvienne. Il semblait avoir le caractère d'un
profiteur d'après la révolution d'octobre, tandis que son attitude était celle d'un inspecteur général du tsar, traitant les intellectuels du Parti communiste chinois comme des serfs. Betso Laminats était l'homme de Staline. À 28 ans, il avait été envoyé pour rabattre les oreilles des dirigeants chinois avec la nouvelle ligne du Comintern et pour leur attribuer à eux, et non à Staline, la responsabilité des fameux échecs du passé immédiat. Il vint, selon Zhang, porter un édit impérial. Tous les dirigeants hésitants, petits bourgeois du Parti communiste chinois, devaient faire ce qu'il fallait pour appliquer correctement l'expérience soviétique et les directives du Comintern. Et alors la révolution chinoise triompherait, pour la plus grande gloire de la Russie et de ceux qui la gouvernaient. Contrairement à Borodine, qui avait passé sa vie à fomenter des révolutions à l'étranger, ou à Roy, qui avait discuté de la révolution agraire avec Lénine, l'Amonatse et le petit groupe de jeunes gens arrogants et manquant d'assurance qui l'accompagnaient n'étaient pas des rouages de l'appareil du pouvoir personnel de Staline. Dans la seconde moitié de 1927, le maître du Kremlin se souciait bien moins de l'avenir de la révolution chinoise que de sa capacité à prouver que Trotsky avait tort et lui raison. À ce moment-là, les communistes chinois commençaient juste à se ressaisir après la démission forcée de Chen Daxue et l'effondrement du Front Uni. Le massacre des cadres du parti, qui avait débuté au Jiangxi en mars, s'était accéléré à Shanghai en avril et avait atteint son apogée au Hunan en mai. Apparaissait maintenant clairement comme ce qu'il était, le destin d'un parti parasite qui, lorsque son organisme hôte s'était retourné contre lui, n'avait eu ni les moyens ni la volonté de se défendre. Donc très vite, après la rupture avec le Kuomintang, le 15 juillet, la nouvelle direction provisoire du Parti communiste chinois, suivant l'ordre de Staline de constituer une armée paysanne sous autorité communiste, commença à ébaucher les grandes lignes d'une stratégie indépendante. Le Kuomintang, ce sont les nationalistes, les ennemis des communistes, menés par Chiang Kai-shek. Le 20 juillet, une directive secrète sur la tactique du gouvernement paysan, dont il est presque certain que Mao contribua à diriger, affirmait la victoire dans la lutte des associations de paysans pour le pouvoir politique ne peut être assurée que s'il est une force armée révolutionnaire, et appelait les cadres des associations à accorder 125% de leur attention à cette question. Vous ne connaissez pas l'arithmétique, visiblement. Elle poursuivait en invoquant les différents moyens que le parti pouvait utiliser pour réunir une telle force, s'emparer des armes, des milices, des propriétaires fonciers, envoyer des membres courageux et entraîner des associations de paysans pour agir contre une cinquième colonne au sein des armées des seigneurs de la guerre, s'allier avec des membres des sociétés secrètes, entraîner clandestinement des groupes d'autodéfense de paysans, et si tout cela échouait, alors, comme Mao et Kai-san l'avaient préconisé 2 semaines plus tôt, se diriger vers les montagnes. Simultanément, le comité central permanent commençait à préparer une vague d'insurrection paysanne au Hunan, au Hubei, au Xiangxi et au Guangdong, qui aurait lieu à la mi-septembre lors de la fête de la moisson d'automne. Au moment où les fermages arrivent à l'échéance et où les tensions saisonnières entre paysans propriétaires fonciers atteignent leur paroxysme. Il préparait aussi une insurrection militaire à Nanchang, la capitale de Jiangxi, où étaient basées plusieurs unités sous commandement communiste de l'armée révolutionnaire nationale du Kuomintang. Le Comintern ignorait tout de ces plans, et lorsqu'il fut consulté par un Luamatse anxieux, qui n'avait pas du tout envie d'être crucifié pour une nouvelle débâcle, il répondit par une double négation sibylline. Si l'insurrection ne doit pas réussir, mieux vaut ne pas la lancer. Mais à ce moment-là, les dirigeants chinois en avaient assez des fausses ambiguïtés de Moscou. Après de longs mois de retraite humiliante sous Borodine et Chiang Duxiu,
Ils étaient déterminés à agir presque à n'importe quel prix, ignorant les réserves de Moscou. Zhou Enlai, à la tête d'un comité du front, spécialement constitué, ordonna que l'insurrection commença aux premières heures du 1er août. Nanchang tomba sans qu'un seul coup de feu soit tiré et elle resta aux mains des communistes pendant 4 jours. Ce qui réjouit Staline, cette victoire lui permettait de parader devant l'opposition trotskiste. Voilà, c'est évoquer toute une époque, quoi. Donc, ensuite, c'est une époque qui accouchera de la période ensuite des années 60, qui sont évoquées donc, dans le roman. Voilà, ensuite, l'apprenti sorcier, page 385. Alors, l'apprenti sorcier, bien sûr, c'est Mao Tse-tung. Hein. Alors, c'est ça. L'économie n'était pas le moins point fort de Mao. Les enquêtes qu'il avait menées au Jiangxi au début des années 30 se concentraient sur les relations de classe dans les campagnes, non sur la dynamique du commerce rural. Mais quand son but avoué avait été de décrire la vie commerciale d'un petit bourg, le résultat était une liste exhaustive de centaines de produits locaux, compilés méticuleusement, certes, mais avec une compréhension réduite et laborieuse de ce qui faisait croître l'économie, engendrant emploi et prospérité, ou de ce qui, dans les mauvaises périodes, la faisait vaciller. Yonhan, 10 ans plus tard, le programme de la nouvelle démocratie de Mao, conditionné par les besoins politiques du Front uni et de la guerre contre le Japon, envisageait une économie mixte avec une forte composante capitaliste. Les deux innovations importantes que les communistes apportèrent dans le domaine économique au-delà des années 40, à savoir l'introduction de la coopérative et un mouvement pour une économie autarcique au sein de l'armée rouge, étaient aussi motivées politiquement. L'une comme étape allant de la propriété individuelle du paysan vers un système collectivisé, l'autre comme moyen d'alléger le fardeau que les militaires imposaient à la population civile. Les deux se poursuivirent sous la République populaire. Lorsque l'APL occupa le Tibet à l'hiver 1951, le premier souci de Mao fut que l'armée produise assez de nourriture pour satisfaire ses propres besoins. Autrement, avertissait-il, il serait impossible de vaincre les Tibétains et ils pourraient finir par se révolter. L'insistance de Mao sur l'autosuffisance était un produit de l'économie paysanne dans laquelle il avait été élevé, ce qui avait été renforcé par son expérience dans les bases rouges qui étaient sous la menace constante du blocus ennemi. L'autarcie économique, au niveau à la fois provinciale et nationale, était un article de foi. L'expérience historique de la Chine avait enseigné que les pays étrangers étaient des exploiteurs et qu'ils devaient être tenus à distance. Durant toute la période maoïste, le commerce extérieur fut réduit au minimum et la balance des paiements resta positive. La Chine n'accepta de prêts étrangers que de l'Union soviétique et seulement dans ce cas pour des sommes limitées, sauf en ce qui concernait les approvisionnements militaires pendant la guerre de Corée. Lorsqu'en 1949, les Russes proposèrent un crédit sur 5 ans d'un total de 300 millions de dollars, soit même à cette époque une somme très modeste, il fut largement attribué à la pinguerie de Staline. Mao fut intérieurement soulagé que les emprunts de la Chine fussent peu élevés. Peu de temps avant la guerre, dans tout le pays, Mao avait évoqué publiquement ses soucis quant aux futures tâches relatives à l'économie. Nous devrons maîtriser ce que nous ne connaissons pas, avait-il déclaré. Nous devrons apprendre l'économie de ceux qui la connaissent, peu importe qui ils sont. Nous devons reconnaître notre ignorance et ne pas prétendre savoir ce que nous ne savons pas. 3 ans plus tard, lorsque ses collègues et lui furent confrontés à l'élaboration d'une stratégie de développement global de leur vaste pays récemment pacifié, c'est précisément ce qu'ils firent en faisant appel à des experts russes pour les aider. Ce plan quinquennal fut établi sur le modèle soviétique dont le cœur était la construction par les soviétiques de plus d'une centaine de grandes usines d'industrie lourde. Plus tard, Mao allait se plaindre que le dogmatisme se soit alors répandu, puisque nous ne comprenons pas ces choses et que nous n'avions absolument aucune expérience, grommela-t-il.
Tout ce que nous pouvions faire dans notre ignorance était d'importer des méthodes étrangères, les pires tant qu'à faire. Qu'une proposition russe fût adéquate ou non n'avait aucune importance. Les Chinois écoutaient tout de même et obéissaient respectueusement. Mais en 1953, les conseils soviétiques étaient exactement ce que voulait Mao. Au printemps, il recommanda personnellement aux fonctionnaires de susciter une grande marée d'apprentissage auprès de l'Union soviétique à travers tout le pays. Voilà. Grave erreur. Alors, ensuite, rêve d'immortalité, page 443. 443. 5 années après allait être nécessaire pour restaurer ne serait-ce qu'un semblant de normalité dans l'hémorragie de ressources et de population causée par l'incroyable folie de Mao. La première année, alors là on est dedans, hein, dans la période évoquée par Balzac et la petite tailleuse chinoise. Alors, 5 années allaient être nécessaires pour restaurer ne serait-ce qu'un semblant de normalité après l'hémorragie de ressources et de population causée par l'incroyable folie de Mao. La première année de redressement, ou comme elle fut officiellement appelée, l'ajustement de consolidation, d'amélioration et de remplissage, commença par une course désespérée pour trouver toutes les mesures provisoires qui pourraient contribuer à empêcher la République populaire de s'effondrer. Au Sichuan et dans 3 autres provinces de l'Ouest ainsi qu'au Tibet, il fallut appeler l'APL afin de réprimer les rébellions armées de paysans affamés. Au Hunan, la milice qui avait été créée pour donner aux communes des moyens d'autodéfense saccagea tout, comme étant des vols à main armée, des viols et des meurtres. Les paysans parlaient des milices comme des rois de bandits, des bandes de tigres et des gangs de tabassage. Dans cette province et au Shandong, où les accès du Grand Bond en avant, le Grand Bond en avant, une absurdité, avaient été le plus sévère, le gouvernement de nombreux districts se désagrégea lui aussi. Lu Shaoxi avertit que la Chine était en train de sombrer dans une anarchie semblable à celle de l'Union soviétique, que l'Union soviétique avait connue au cours de la guerre civile au début des années 20. Afin de réduire la pression sur le ravitaillement urbain, 25 millions de citadins furent obligés de se rendre dans les campagnes, un exploit que Mao décrivit avec admiration comme équivalent de la déportation d'une population d'un pays de la taille moyenne comme la Belgique. De toute façon, les importations massives de céréales étaient nécessaires pour nourrir tous ceux qui restaient. En 1961, presque 6 millions de tonnes de blé furent achetées à l'étranger, la majorité en Australie et au Canada, et même une partie aux États-Unis qui transita par l'Europe. Les importations restèrent à ce niveau jusqu'aux années 70. Donc c'est une preuve que le système soviétique, ça ne fonctionne pas. Hein. Parallèlement à ces mesures pointilleuses, Liu et ses collègues commencèrent à réexaminer les idées erronées sur lesquelles avait reposé le Grand Bond en avant. Comme toujours, le problème c'était Mao. Son retrait vers le second front ne signifiait pas qu'il abandonnait le pouvoir, mais simplement qu'il l'exerçait d'une manière différente. Auparavant, le président donnait le ton et tout le monde suivait. Maintenant, il attendait que les autres membres du comité permanent du Politburo prennent l'initiative, mais seulement dans la mesure où il était en accord avec sa pensée. Peng Dehuai avait appris à ses dépens que Mao seul avait le droit de mettre en doute la politique qu'il avait élaborée. À présent, Liu et Deng Xiaoping découvraient à leur tour les dangers de se trouver au premier front. Quel est l'empereur qui a pris cette décision ? Demanda Mao en mars 61, après que Deng eut proposé, sans avoir préalablement obtenu son accord, que la politique agricole soit traitée différemment dans le nord et dans le sud. Il en résulta une prudence extrême. On évita de mettre en cause les idées nouvelles du Grand Bond en avant, les communes, les réfectoires, le système d'approvisionnement libre, tant qu'on ne savait pas clairement comment fonctionnait l'esprit du président. Ainsi, en mars 61, le comité central réaffirma fermement la valeur des repas pris en commun. Mais un mois plus tard, Mao
avalisé un rapport établissant que les réfectoires étaient devenus un frein au développement de la production et un cancer dans les relations entre le parti et les masses. Ses collègues changèrent instantanément de cap. En quelques jours, la nouvelle ligne du président fut reprise par Liu Shaoqi, alors en tournée d'inspection au Hunan, et par Chou Enlai, alors en visite au Hebei, et suivi coup sur coup par Deng Xiaoping, Peng Zhen et Su De. Cela eut même des répercussions dans les camps de travail où la population carcérale de Chine fut mise à contribution pour fabriquer des ustensiles de cuisine en aluminium, destinés à remplacer ceux en fer qui avaient été fondus pendant la campagne de l'acier dans les premiers hauts fourneaux des arrière-cours, afin que les ménages de paysans puissent de nouveau avoir les moyens de préparer leurs repas, maintenant que la restauration collective était terminée. En juin, le système d'approvisionnement disparut aussi. On augmenta la quantité de terre qui pouvait être allouée pour les parcelles privées. On restera le principe, plus d'argent pour plus de travail, ainsi que le slogan léniniste, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Terrible avertissement en cette période de famine généralisée. Les foires rurales et les marchés qui avaient été condamnés pendant le Grand Bond furent de nouveau autorisés et l'on vit réapparaître colporteurs et marchands de rue. Une époque terrible pour la Chine. Donc ensuite, dans le dernier passage, page 494, le grand balancier. Page 394, non, 494, c'est ça. 494, c'est un gros livre, hein, c'est plus de 600 pages. 494, et un gros format pourtant. Alors j'y arrive. Attends. Voilà. Lin Biao et Jiang Qing décrivirent les événements de Wuhan comme une mutinerie à grande échelle. Mao lui-même, qui s'était envolé pour Shanghai le jeudi aux premières heures de la matinée, enfreignant pour la dernière fois de sa vie la règle édictée que le Politburo en 59, qui lui était interdit de prendre l'avion de crainte d'un accident, faisait peu cas de cette idée, faisant remarquer que si Chiang Tsai-dao avait voulu organiser une rébellion, on ne lui aurait pas permis de partir. Néanmoins, le fait qu'il était contraint de partir précipitamment à la suite de troubles militaires irritait profondément Mao. Wang Li fut relâché le lendemain et s'envola pour Thiers-Fuzi, pour Pékin, avec Thiers-Fuzi pour Pékin, où les deux hommes furent accueillis en héros. Lin Biao présida un rassemblement d'1 million de personnes sur la place Tiananmen, auquel assistèrent tous les dirigeants excepté les maréchaux qui, ostensiblement, n'avaient pas été invités, afin de dénoncer la région militaire de Wuhan, qui osait utiliser les méthodes fascistes et barbares pour assiéger, kidnapper et battre les représentants des instances dirigeantes du parti. Chen Zhaidao fut envoyé dans la capitale et son commandement lui fut retiré. Mais sur les instructions de Mao, il ne fut pas désigné comme contre-révolutionnaire. Et lorsque des milliers de cadets essayèrent de l'entraîner dans une réunion de lutte, le commandant de la garnison de Pékin, Fu Chengyi, le cacha pendant 2 heures dans un ascenseur immobilisé entre 2 étages de la maison des hôtes. Il résidait jusqu'à ce qu'il fusse dispersé. Le groupe Millions de héros eut beaucoup moins de chance. Les opposants radicaux du quartier général des travailleurs lancèrent un pogrom qui, rien qu'à Wuhan, fit 600 morts dans leur rang. Dans l'ensemble de la province, un total effroyable de 184 000 personnes furent arrêtées, battues et estropiées. Malgré la confiance qu'avait Mao en Chen Zhaidao, il soutint totalement les tentatives de Lin Biao pour éliminer cette petite poignée qui emprunte la voie capitaliste au sein des forces armées, expression d'abord utilisée par Ling Linghua, le fils de l'un, dans un article
du quotidien du peuple le lendemain des événements de Wuhan. Le président s'inquiétait de plus en plus de la faiblesse militaire de la gauche et à la mi-juillet, il avait proposé à Zhou Enlai que les ouvriers et les étudiants soient armés. Zhu n'avait rien fait, mais bien après, Chen Qing avait lancé le slogan « Attaquer par le raisonnement, défendre par la force », qui fut largement utilisé par des groupes radicaux pour justifier la lutte armée. Le 4 août, dans une lettre privée à Jiang Qing, qu'elle lut alors lors d'une réunion du comité permanent, Mao alla plus loin. Il était impératif d'armer la gauche, écrivait-il, parce que l'immense majorité de l'armée soutenait les groupes de travailleurs conservateurs. Le vol d'armes par les travailleurs n'était pas un problème grave. Les masses devaient être encouragées à faire justice elles-mêmes. Ben voyons. Dans ce climat fébrile, le 1er août, le journal du parti, le Drapeau Rouge, publiait un éditorial pour marquer le 40e anniversaire de la fondation de l'Armée Rouge, qui faisait bien comprendre que la lutte contre ceux qui empruntent la voie capitaliste dans l'armée devenait la prochaine tâche nationale prioritaire. Lorsque Mao Tse-tung lut cela, il changea d'avis. Exactement comme il l'avait fait après la proclamation de la Commune de Shanghai, et décida alors que la seconde fois que la révolution culturelle venait d'atteindre le Rubicon, il ordonna un nouveau recul. Mao se plaisait à expliquer de tels revirements en termes dialectiques. Lorsqu'une chose atteint son extrême, elle se transforme en son contraire. Ainsi, en février 67, il était intervenu pour préserver le principe de la direction du parti, en vue du jour où il voudrait le reconstruire. Maintenant, 6 mois plus tard, la hiérarchie du parti était pratiquement détruite. Il reconnaissait qu'il était primordial de préserver le seul instrument de pouvoir qui lui restait, l'armée. Cette fois, ce n'était pas la crainte de l'anarchie qui le poussait à faire une pause, mais l'instinct du politicien quant à ce qui était possible. Dans le compromis entre l'activisme radical et la stabilité militaire avec lequel il jonglait depuis l'hiver, il était devenu à bout de la cause des radicaux. Le moment était venu pour que le balancier reparte de l'autre côté. Voilà, donc ça donne une idée, ces petites lectures, de l'ambiance du livre, enfin du roman. Et je vous engage à lire l'ouvrage de Philippe Short. Il y en a d'autres, il y a plein de publications. C'est pour ça que j'ai mis ce numéro spécial sur la Chine. Alors, il est évoqué dans ce numéro spécial d'histoire, l'histoire complète de la Chine, mais également la partie très importante, qui est sur Mao Tse-tung. Donc, on le voit ici avec Staline. Vous voyez, c'est les années Mao, la révolution, les tragédies, donc c'est bien analysé là-dedans. Donc, et puis ça donne des bibliographies. Donc je pense que Philippe Short est évoqué aussi dedans. La biographie, c'est à la fin. Je ne sais pas si c'est marqué là. Enfin, vous verrez, si vous parvenez à trouver cet ouvrage-là. Voilà. Donc la Chine, un univers bien particulier, bien spécial, fascinant, s'il en est. Donc la semaine prochaine, on verra donc l'ouvrage de Deng Cixi et quelques petites lectures. Voilà. À très bientôt.